Tiphaine Auzière, le nom associé à l'auréole de la famille Macron, est une femme forte, talentueuse, mais porte aussi une profonde tristesse. Née le 30 janvier 1984 à Amiens, petite ville endormie du nord de la France, elle est la cadette de Brigitte Trogneux, professeur de lettres, et d'André-Louis Auzière, banquier discret. Fille de Brigitte Macron, première dame de France, et fille cadette d'André-Louis Auzière, Tiphaine a grandi dans un environnement à la fois chaleureux et stimulant. Sa vie, depuis son enfance à Amiens jusqu'à ses rôles d'avocate, d'écrivaine et de politicienne, est une longue histoire de persévérance, d'ambition et de larmes silencieuses versées dans l'obscurité. Derrière son extérieur confiant et son sourire éclatant, Tiphaine porte des cicatrices de son passé, des pressions des projecteurs et des secrets qu'elle choisit de garder. La plus grande tristesse dans la vie de Tiphaine Auzière est peut-être venue de l'effondrement de sa famille lorsqu'elle était jeune, combinée à la perte de son père et à la pression des ragots publics sur sa mère. À l'âge de 10 ans, Tiphaine assiste à l'échec du mariage de ses parents, lorsque sa mère, Brigitte, entame une relation avec Emmanuel Macron, un élève de 15 ans de l'école La Providence, où elle enseigne. Amiens, petite ville où tout le monde se connaît, devient un foyer de ragots lorsque des rumeurs d'une relation entre Brigitte et Emmanuel se répandent. Tiphaine, alors petite fille, devait faire face à des regards curieux, des murmures dans son dos et des questions aléatoires de ses amis. Elle a un jour confié que la séparation de ses parents avait été une expérience douloureuse, mais que ce qui lui avait fait le plus mal, c'était les critiques et le jugement de la communauté. Durant ces journées, elle se cachait souvent dans sa chambre, serrant dans ses bras son ours en peluche préféré, essayant de cacher ses larmes à ses frères et sœurs, Sébastien et Laurence, pour ne pas les inquiéter davantage. La douleur s'est encore aggravée lorsque son père, André-Louis Auzière, est décédé en décembre 2019. André-Louis, un homme discret qui vivait loin des projecteurs médiatiques, a été un soutien émotionnel important pour Tiphaine. Elle l'a un jour décrit comme une figure paternelle inhabituelle qui l'a encouragée à poursuivre ses passions et à être fidèle à elle-même. À son départ, Tiphaine avait l'impression d'avoir perdu une partie de ses souvenirs d'enfance, les après-midi où il lui apprenait à monter à cheval, ou les moments où il s'asseyait tranquillement pour l'écouter parler de son rêve de devenir avocate. Elle a choisi de garder la mort de son père secrète pendant des mois, ne la révélant que dans une interview en octobre 2020, afin de protéger sa vie privée. Dans les longues nuits qui ont suivi les funérailles, Tiphaine était assise seule dans son appartement parisien, regardant de vieilles photos de famille, les larmes coulant silencieusement à l'idée que son père ne verrait jamais ses petits-enfants, Élise et Aurèle, à des étapes importantes de leur vie. La pression d'être la fille de Brigitte Macron fait aussi partie de sa plus grande tristesse. Lorsqu'Emmanuel Macron est devenu président de la France en 2017, Tiphaine s'est soudainement retrouvée sous les feux de la rampe, confrontée à des critiques sur la relation de sa mère et à des commentaires malveillants sur sa famille. Elle a déclaré qu'elle avait appris à ignorer les ragots, mais cela n'a pas toujours été facile. Il y avait des jours où elle lisait des messages sur les réseaux sociaux traitant sa mère de manière désobligeante, et un sentiment d'impuissance montait en elle. La tristesse n'était pas seulement une perte personnelle, mais le sentiment d'être jugée pour des choses qu'elle ne pouvait pas contrôler, une cicatrice qu'elle a portée avec elle pour le reste de sa vie. Le parcours de Tiphaine Auzière est une longue histoire de son ascension d'une jeune fille de province à une avocate talentueuse, une politicienne passionnée et une écrivaine prometteuse, mais aussi une histoire d'échecs cuisants et d'efforts qui l'ont fait pleurer. Après avoir obtenu son baccalauréat à la Providence à Amiens, Tiphaine s'installe à Paris pour étudier le droit à l'université Panthéon-Sorbonne, où elle se spécialise en droit du travail. Elle tente une classe préparatoire littéraire au lycée Janson de Sailly, mais au bout d'un mois seulement, elle réalise que ce n'est pas sa voie. La décision d'abandonner l'école était une décision audacieuse, mais elle laissait également inquiète de savoir si elle trouverait la bonne voie. En 2008, elle entre à la faculté de droit de Paris
et commence à exercer en 2009, se concentrant sur la défense des droits des travailleurs et des syndicats. Elle choisit de retourner dans le nord de la France, s'inscrivant aux tribunaux de Lille et de Boulogne-sur-Mer, où elle se forgea une réputation d'avocate dévouée, prête à défendre les plus faibles. Le premier film remporte le César du meilleur film, et le rôle vaut à Thierry le prix Jean Gabin en 1981. En 1998, il atteint son apogée avec Le Dîner de Cons, une œuvre de Francis Weber, où il incarne Pierre Brochand, un éditeur arrogant qui se fait donner une leçon par un homme naïf. Le film a attiré des millions de spectateurs et a été largement salué, devenant l'une des comédies les plus réussies de France. Il s'essaie également à la production et à l'écriture avec Un Indien dans la ville en 1994, une comédie familiale qui fait plus de 7 millions d'entrées en France, même si la version américaine Jungle de Jungle ne répond pas aux attentes. Cependant, la carrière de Thierry n'a pas été sans échec. Une tentative de conquête du marché hollywoodien avec Until September en 1984 a échoué, car le film n'a pas réussi à attirer le public américain. En 1991, La Totale a été un succès en France, mais la version américaine True Lies n'a pas réussi à le faire connaître à l'international. En 2000, Le Prince du Pacifique, un projet qu'il a coécrit et produit, a été critiqué pour la faiblesse de son scénario, le laissant profondément déçu. Un jour, il s'est assis dans la salle de montage, a regardé le montage final et a pleuré parce qu'il avait le sentiment de ne pas avoir été à la hauteur de ses propres attentes. En 2011, son rôle principal dans la série télévisée Doc Martin de TF1 a reçu des critiques mitigées, de nombreux téléspectateurs estimant qu'il n'était pas adapté au rôle du médecin hématophobe. Il a néanmoins persévéré, continuant à jouer dans des films et à se produire sur scène, notamment avec la pièce solo Fleur de soleil de 2019, basée sur la nouvelle de Simon Wiesenthal, qui a été saluée pour sa profondeur. Les efforts de Thierry témoignent de sa persévérance. Il restait souvent éveillé toute la nuit à écrire des scénarios, s'entraînait jusqu'à l'épuisement pour perfectionner des scènes comiques et subissait la pression des critiques. Lors du tournage du Dîner de cons, il souffrait de fortes douleurs au dos, mais réalisait tout de même de longues prises, histoire de garantir la qualité du film. Il s'est produit un jour au Théâtre du Splendide, malgré une mauvaise grippe, simplement parce qu'il ne voulait pas décevoir le public. En 2016, lors du tournage de Ma famille, t'adore déjà. Il travaille 14 heures par jour pour assister le jeune réalisateur Jérôme Commandeur, même si son rôle n'est pas central. Chaque échec est une leçon, chaque larme est une note, et tous ont créé la carrière d'un homme qui n'abandonne jamais. La triste fin de la vie de Thierry Lhermitte fut l'échec de sa start-up technologique France Cinéma Multimédia, une société qu'il avait cofondée en 1996 dans l'espoir de révolutionner le divertissement numérique. La société, en partenariat avec Florent Darro, se concentre sur la production de CD-ROM interactifs et de contenus multimédia, avec l'ambition de faire entrer ses films, tels qu'Un Indien dans la ville, dans l'espace numérique. Thierry a investi des millions de francs et d'innombrables heures, convaincu que ce serait là l'avenir du cinéma. Cependant, l'explosion d'Internet et la concurrence de plateformes comme YouTube ont empêché l'entreprise de suivre le rythme. En 2001, France Cinéma Multimédia fait faillite, laissant Thierry avec de lourdes dettes et un profond sentiment d'échec. Il s'est un jour retrouvé dans les bureaux vides de l'entreprise à Paris, regardant les ordinateurs confisqués, et a pleuré parce qu'il avait l'impression d'avoir parié sur un rêve qui ne se réaliserait pas. Bien qu'il ait rebondi en revenant au métier d'acteur, le choc l'a rendu plus prudent, et il a peu parlé de ses ambitions technologiques par la suite. Amour et mariage de Thierry Lhermitte est un chapitre haut en couleurs où la joie se mêle à une profonde tristesse. Au début de sa carrière, il a eu une brève relation avec Valérie Mérès, une actrice du Splendide, mais les deux ont rompu à l'amiable pour se concentrer sur leur carrière. En 1978, il rencontre Hélène,
architecte d'intérieur, lors d'une soirée à Paris. La douceur et l'intelligence d'Hélène le conquièrent rapidement et ils se marient en 1980. Leur mariage durera plus de 40 ans et donnera naissance à 3 enfants, Astrée, Victor et Louise. Hélène était le roc de Thierry, toujours à ses côtés dans les hauts et les bas du splendide et les pressions de la célébrité. Ensemble, ils ont construit une vie à Paris et à Saint-Tropez, profitant de moments simples comme des promenades sur la plage ou cuisiner avec leurs enfants. Thierry a confié à Voici en 2018 qu'Hélène était « ma moitié » et qu'il ne pouvait pas imaginer la vie sans elle. Cependant, leur mariage n'a pas toujours été facile. Dans les années 1980, alors que Thierry était au sommet de sa carrière, son emploi du temps chargé et l'attention du public l'ont parfois amené à négliger sa famille. Il y a eu une période, vers 1987, où Hélène s'est sentie seule dans le mariage,